Bonjour les amis, j'espère que vous avez la pêche, que vous êtes en forme. Je voulais aujourd'hui vous parler de l'action Bright Minds Biosciences. Le ticker c'est DROG. Cette action, écoutez bien, a pris en 5 jours 6000%. Vous voyez ce titre? Il est passé de 1 dollar à, au plus haut, presque 70 dollars en 5 jours. C'est-à-dire que la personne qui a misé 1000 dollars se retrouve avec 70 000 dollars au bout de 5 jours. La personne qui a misé 10 000 dollars se retrouve avec 700 000 dollars au bout de 5 jours. C'est de la pure folie. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que cette action, sur un plan fondamental, est une pépite? Est-ce que cette entreprise a dégagé des bénéfices records? Est-ce que cette entreprise, c'est l'entreprise qu'il faut acheter parce que tout était dans le vert? En fait, même pas ça. Regardez, on va revenir ici rapidement sur le chiffre d'affaires. Alors, vous savez ce qu'est le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, c'est ce que l'on appelle les ventes de l'entreprise, ce que l'entreprise a vendu. En 2022, 0. En 2023, 0. En 2024, je suppose également 0. Pire, cette entreprise n'a fait que perdre de l'argent. En 2022, elle a perdu 10 millions de dollars et en 2023, elle a perdu 427 millions de dollars. Et je suppose qu'en 2024, elle va également perdre de l'argent. Alors, qu'est-ce qui explique cette hausse folle du titre? Pourquoi une telle exubérance irrationnelle des marchés? Et c'est ce qui m'a incité à justement créer une présentation en ce sens. 6000%, 5 jours, l'importance de bien comprendre la psychologie des foules. Et je vais confronter l'analyse fondamentale et la psychologie des foules. Pour tous ceux qui ont étudié l'économie et la finance à l'université, aujourd'hui, bien évidemment, les choses ont changé. Je fais partie des premiers d'ailleurs à avoir enseigné l'analyse technique en L3 économie à Dauphine, mais également en Master 2, le Master 272 ingénierie économique et financière à Dauphine. J'avais également un cours d'analyse technique et de finance comportementale. Et je pense que dans le Master 203, qui est l'un des meilleurs masters en finance en France, Thierry Béchu enseigne toujours l'analyse technique. Et je pense que la dimension psychologique a été occultée pendant des décennies et des décennies par les chercheurs, par les universitaires, etc. Il a fallu attendre 2002 pour avoir un prix Nobel, d'accord, le prix Nobel qui a été donné à Daniel Kahneman sur la finance comportementale. Et Daniel Kahneman a mis en évidence l'importance de la psychologie dans les comportements boursiers, c'est-à-dire dans les décisions boursières. Il a mis en évidence ce que l'on appelle des biais psychologiques, c'est-à-dire que chaque individu est dominé par ses émotions. Et ces travaux de recherche ont beaucoup influencé la finance, ont beaucoup influencé également toute la partie gestion des risques, la partie également investissement, gestion de fonds, etc. Mais avant ce prix Nobel, on avait déjà des gens qui parlaient de la psychologie. Alors les premiers pour moi, ce sont vraiment les analystes techniques. On parle de Charles Dow, qui a également créé le Wall Street Journal, mais qui fait partie des premiers à avoir parlé de l'importance de la psychologie dans la formation des cours boursiers. On a également Jesse Livermore, on a Bernard Baruch, on a pas mal de grands traders qui sont également devenus spécialistes dans tout ce que l'on appelle la psychologie des foules et pourquoi la psychologie des foules est importante en bourse. Et justement, rien sur un plan fondamental ne permet d'expliquer la hausse phénoménale de Bright Minds Biosciences. C'est une véritable étude de cas. Ce titre a connu une hausse de plus de 6000% en 5 jours. Et ça met en évidence la faiblesse de l'analyse fondamentale. Alors je sais que je vais être critiqué, qu'on va me reprocher de dire que non, mais c'est pas vrai, mais l'analyse fondamentale n'est pas faible. Il se trouve que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'art du trading, où il y a tout un chapitre dédié à l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est l'approche qui domine en finance, d'accord, qui domine également dans les universités. Et l'analyse fondamentale consiste justement à déterminer la vraie valeur d'un actif financier. Je m'explique. Le but, c'est quoi? C'est de dire, OK, on va essayer de calculer, d'accord, par exemple, les bénéfices futurs,
par exemple, on va prendre en compte différents paramètres, ça va nous permettre de déterminer ce que l'on appelle une valeur fondamentale. Et l'objectif d'un gérant de portefeuille, c'est d'essayer d'acheter un titre qui est en dessous de sa valeur fondamentale, avec l'objectif, bien évidemment, de voir le titre tendre vers sa valeur fondamentale. Cette approche est une très bonne approche. Elle est rationnelle, elle se base sur des fondements pas scientifiques, parce que l'économie n'est pas une science exacte, ni la finance, c'est pas exact, ni on peut avoir des phénomènes aléatoires. Tout le monde se rappelle du fonds LTCM, qui était géré par deux prix Nobel d'économie et une star de Wall Street, c'est l'ancien trader star de Merrill Lynch. Et les prix Nobel d'économie, justement, parlaient de l'efficience. D'ailleurs, ils ont eu un Nobel par rapport à ça. Et ils ont cru avoir trouvé une martingale. Et en fait, ils se sont littéralement ruinés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pris en compte, finalement, des phénomènes aléatoires. C'est ce que va mettre ensuite en évidence Nicolas Taleb, d'accord, dans Le Cygne noir, etc., et également Mandelbrot. On va de plus en plus mettre en évidence l'existence de phénomènes irrationnels, de phénomènes aléatoires. Mais la science, et notamment la finance, a mis en évidence un phénomène qui est pas si aléatoire que ça, qui s'appelle le momentum. C'est quoi le momentum? C'est justement un phénomène où lorsqu'un titre monte, d'accord, les gens vont l'acheter, pas parce que ce titre est excellent sur un plan fondamental, les gens vont l'acheter parce que tout le monde en parle. Et tout le monde va acheter parce que beaucoup de gens ont acheté. Donc, on va avoir effectivement des phénomènes où un titre va monter. Et derrière, bien sûr qu'on aura peut-être une raison, une explication, mais on peut également avoir une hausse qui n'a aucune explication fondamentale. Et l'explication, c'est essentiellement un comportement moutonnier, un comportement de suivisme. Et c'est ça ce que reflète le momentum. C'est-à-dire une situation où les investisseurs n'achètent pas parce que derrière, il y a une raison fondamentale. Les investisseurs achètent parce que les autres achètent. Et John Maynard Keynes, l'un des plus grands économistes du XXe siècle, l'a d'ailleurs mis en évidence à travers ce que l'on appelle le concours de beauté. C'est-à-dire qu'on ne va pas voter pour un mannequin par rapport à ce que l'on considère comme les critères de beauté ou nos critères de beauté, mais on va voter pour un mannequin par rapport aux critères de beauté qui sont acceptés par le reste du grand public. Et en France, on a ce que l'on appelle la théorie des conventions. Et un économiste très célèbre, c'est André Orléans. Et cet économiste, c'est un très grand économiste français. Je pense qu'il a enseigné à Paris-Nanterre. Et il a mis en évidence justement la formation d'une convention. C'est quoi une convention? C'est que finalement, au départ, personne ne s'intéresse à un actif. Mais plus on parle d'un actif, plus les gens vont s'y intéresser, plus les gens vont vouloir l'acheter, jusqu'à ce qu'on assiste finalement à une hausse de l'actif, une forte hausse de l'actif, qui est complètement déconnectée de sa valeur fondamentale. Et on peut assister à des phénomènes de bulles psychologiques qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux. Et ça nous rappelle bien évidemment les tulipes hollandaises. Les tulipes hollandaises, à un certain moment, on pouvait acheter un bulbe de tulipe contre une maison. D'accord? Il fallait le prix d'une maison pour acheter un bulbe de tulipe. C'est-à-dire que les gens étaient devenus tellement fous, tellement irrationnels, qu'à un certain moment, la valeur n'avait rien à voir avec les fondamentaux. Donc tout ça, ça a été bien documenté par les travaux de recherche, etc. Ce qui fait que beaucoup de gens sont coincés encore sur oui, mais l'analyse fondamentale, le combat analyse fondamentale, analyse technique, qui est un combat qui pour moi n'a même pas lieu d'être. Aujourd'hui, on est en 2024, on devrait même pas parler de ça. On devrait plutôt parler de à quel moment on utilise l'analyse fondamentale et pourquoi, à quel moment on utilise l'analyse technique et pourquoi. D'accord? Et moi, à un certain moment, j'ai été invité dans un podcast où j'ai dit l'analyse technique est supérieure à l'analyse fondamentale. Et je persiste et je signe. L'analyse technique est supérieure à l'analyse fondamentale. Pourquoi? Parce que l'analyse fondamentale, clairement, pour moi, est importante. D'accord? Par exemple, si je veux acheter une action, je vais voir si cette action est sur un plan fondamental intéressante. Mais parfois, on peut avoir des situations comme sur Drogue,
où les fondamentaux sont complètement dépassés. Et on va le voir juste après. Il n'y a pas de fondamentaux. Idem sur GameStop, il n'y a pas de fondamentaux. Pourtant, ce titre a littéralement explosé à la hausse. Et donc, ici, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on peut avoir des situations où les fondamentaux ne sont pas pris en compte. Prenons le cas, par exemple, de la bulle des valeurs technologiques en 2000. Il n'y avait pas de fondamentaux. Et donc, il y a un combat stérile, analyse fondamentale, analyse technique, et beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'analyse technique. Malheureusement, hein, je le vois. Moi, j'ai enseigné à Dauphine. Alors, c'était en 2008, 2009, 2010, voilà, période, donc un peu plus de 10 ans. Et clairement, je suis très content parce qu'on a eu en plus, c'était des super cours et même les étudiants étaient au top. Mais dans le monde francophone, j'ai l'impression qu'il y a toujours un blocage. Alors que chez les anglo-saxons, quand vous allez voir Paul Tudor Jones qui va parler avec Stanley Druckenmiller, ils vont parler d'analyse technique publiquement, tranquille. Et dans le monde francophone, il y a toujours un blocage, etc. Alors que non, ce sont deux disciplines qui sont complémentaires. Et comme je le dis, quand il n'y a pas de rationalité, quand les marchés sont complètement fous, analyse technique supérieure à l'analyse fondamentale. Maintenant, est-ce que l'analyse fondamentale ne sert à rien? Non, parce que à long terme, les marchés reviennent vers une certaine rationalité. Et le long terme, ça peut être 4 ans, ça peut être 5 ans, ça peut être 6 ans, d'accord? Et donc, ça peut être du très long terme. Or, la grande majorité des gens aujourd'hui, le long terme pour eux, c'est 6 mois. Ça veut dire que si, au bout de 6 mois, ils n'ont pas récupéré leur argent, ils vont commencer à pleurer. Et encore une fois, on essaie d'opposer. Moi, je pense que non. Au contraire, l'analyse fondamentale, on est là, d'accord? On a une valeur fondamentale, puis on a un marché qui s'effondre. Sur le plan de l'analyse fondamentale, c'est génial, il faut acheter. Pourquoi? Parce qu'à long terme, ça va tendre vers la valeur fondamentale. Et pour l'analyse technique, idem. C'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, l'analyse technique, comment je l'utilise? J'utilise des phases de retournement. C'est-à-dire que quand on a une baisse, je veux voir un retour du momentum. Le momentum dont j'ai parlé précédemment. C'est-à-dire, je veux voir qu'on a un début de reprise, un début de mouvement haussier, etc. C'est comme ça que je les combine sur le marché des actions. Par exemple, on va revenir ici sur Nvidia. Pour moi, Nvidia était extrêmement intéressante à ce moment-là bien précis. Et là, Nvidia était intéressante pourquoi? Parce qu'il y avait de l'analyse fondamentale, d'accord? Et de l'analyse technique. On avait un signal acheteur en analyse technique et sur un plan fondamental, cette action était sous-évaluée et avait un gros potentiel. Et puis, bien évidemment, on a toute la partie momentum et bien évidemment toute la partie thématique, tout le monde qui parle de l'intelligence artificielle, etc. et tout le monde qui commence à investir. Mais clairement, cette action, elle est excellente. Elle est excellente sur un plan fondamental et elle est excellente sur le plan de l'analyse technique. Il y a deux aspects, deux dimensions qui sont importantes. Et comme je l'ai également dit, quand par exemple vous avez une action qui est mauvaise sur un plan, ok. Quand vous avez une action, je vais prendre l'action Lulu, d'accord? Cette action, sur un plan fondamental, elle est sous-évaluée. C'est-à-dire qu'elle est en dessous de sa valeur fondamentale. Maintenant, sur un plan technique, vous voyez, pour moi, on est encore vendeur. Donc, quand vous avez une action qui, sur un plan fondamental, est géniale, mais qui, sur un plan technique, n'a pas encore dégagé un signal acheteur, qu'est-ce que je fais? J'attends. Pour moi, il faut les deux. Il faut hâter plus analyse fondamentale. Et c'est là où vous avez quelque chose de solide. Alors, vous allez me dire, OK, mais Tammy, mais Warren Buffett, par exemple, n'utilise pas l'analyse technique. C'est vrai, d'accord? Et contrairement à des gérants comme Paul Tudor Jones, d'accord? Comme Steve Allen Cohen, comme Stanley Druckenmiller, qui sont d'excellents, sont parmi les meilleurs gérants de hedge funds au monde, qui eux vont utiliser l'analyse technique, l'analyse fondamentale.
Warren Buffett n'utilise pas l'analyse technique parce qu'il est trop gros. Warren Buffett est énorme, d'accord? Énorme en termes argent, en termes capitaux. Donc, c'est impossible pour lui de faire comme les autres. C'est pour ça qu'à un certain moment, il avait 50% sur un seul titre, sur Apple. Parce que premièrement, Apple est une grosse boîte, une grosse capitalisation qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars. Et que lui, Warren Buffett, il peut pas aller sur des petites entreprises. Parce que s'il va sur des petites entreprises, il va les faire décaler fortement. Rappelez-vous de l'action Oxy, quand tout le monde a su que il avait acheté l'action, ça a explosé. Et puis depuis, ça fait pas grand-chose. D'accord? Donc, en fait, Warren Buffett ne peut pas, par exemple, se dire, tiens, j'achète Oxy ici. Pour nous, ce serait génial. Là, c'est top. On a un signal acheteur, etc. Non, lui, il va l'acheter ici. Il va l'acheter ici. Il va l'acheter ici. Il va renforcer ici. Il va mettre ici. Il va vendre également des options de vente pour pouvoir accumuler des positions et également emmagasiner de la prime. Et puis ensuite, quand les gens vont commencer à l'acheter, lui, il va se dire, là, je commence à prendre mes bénéfices. Mais il est tellement gros qu'il est obligé de procéder comme ça. Mais un petit investisseur, et pour moi, un petit investisseur, ça va de quelques milliers d'euros à plusieurs centaines de millions d'euros. C'est pour vous dire, hein, parce que plusieurs centaines de milliers d'euros, de millions d'euros, même un titre comme Tesla, Nvidia, etc., c'est rien, d'accord? C'est rien parce que tous les jours, il y a énormément. Donc, en une journée, vous pouvez prendre une position de 100 millions d'euros. C'est pas, on va regarder ensemble et comme ça, vous allez voir mon point de vue. Par exemple, hier, on a eu en termes de volume 288 millions, d'accord? Sur un titre qui vaut, 288 millions de titres échangés sur un titre qui vaut 138. Mince, 138 égale, voilà, ça nous fait 39 milliards de dollars échangés en un jour. Donc même si tu as 100 millions, t'es personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des titres sur lesquels, en fait, même si tu as 100 millions, t'es rien, t'es que dalle. En un jour, on a 39,7 milliards de dollars qui sont échangés. C'est juste pour vous donner un peu la folie. Et ici, il y a même des moments où 550 millions de titres échangés à 90 dollars, donc après pas loin de 100 dollars, on est à 50 milliards de dollars échangés en un jour. Bref. Donc, je continue ma présentation et j'espère que vous kiffez cette présentation. Donc ici, clairement, le titre Bright Mind a connu une hausse vertigineuse. Alors, le titre est passé de 1 dollar à 65 dollars en 5 jours, 6000%. Est-ce qu'il y a des nouvelles? Là, j'ai repris un article de presse sur le sujet. Et on voit que cette entreprise, ici, ce que je vais faire, on voit que cette entreprise, alors, there had been seemingly no direct company specific catalyst, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui concerne l'entreprise for the rally, which the company later acknowledged at the request of Canadian regulators. Traduction, en fait, il n'y a rien qui soit lié à l'entreprise qui explique la hausse parce que les régulateurs canadiens ont posé la question à l'entreprise, qu'est-ce qui explique cette hausse? Pourquoi ce titre monte aussi fortement? Est-ce qu'il y a une raison? Et l'entreprise a répondu, non, il n'y a aucune raison. Et in a statement, Bright Mind officials said the company wishes to confirm that the company's management is unaware of any material changes. Donc, il y a un rapport officiel qui dit que l'entreprise confirme que le management de l'entreprise n'a aucune connaissance de changements matériels dans les opérations de l'entreprise qui permettent d'expliquer cette activité de marché. Même les dirigeants de l'entreprise ne comprennent pas ce qui s'est passé. Et en fait, en un jour, on a eu 100 millions de titres échangés, alors que le titre, alors ils disent en moyenne 2 millions, non, en moyenne c'est beaucoup moins, je vais vous montrer. Et la capitalisation, elle est passée de 15 millions à 125 millions de dollars en un jour. 15 millions de dollars à 125 millions de dollars en un jour. Alors, qu'est-ce qui permet d'expliquer ça?
plusieurs explications qui sont données. Premièrement, il y a eu une OPA, l'achat de Longboard Pharmaceuticals. Longboard is a rival to Brightmind, donc c'est un concurrent de Brightmind. Il y a eu un achat de cette entreprise, et donc on se dit peut-être que Brightmind va également être racheté. Bon, ok, d'accord. Est-ce que ça explique cette hausse vertigineuse? Peut-être, peut-être pas. Ensuite, il y a eu un short squeeze. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de vendeurs à découvert. Et quand le titre a explosé à la hausse, en fait, ces vendeurs à découvert ont commencé à perdre de l'argent. Et puis voilà, après, il y a d'autres explications, mais rien d'extraordinaire. Donc, l'entreprise indique n'avoir aucune connaissance d'aucun changement majeur dans ses opérations. Le volume de transactions a explosé avec 100 millions d'actions échangées. Alors que le float, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nombre d'actions qui sont sur le marché. Et ce nombre d'actions, il est de 2,5 millions de titres. Alors, on va faire le calcul. 100 millions de titres échangés, on est bien d'accord, en une journée. Il y a 2,5 millions d'actions disponibles. Ça veut dire qu'en un jour, ces actions, d'accord, 40 fois, ont été échangées 40 fois. Est-ce que vous voyez le truc? Ça veut dire 40 fois le nombre d'actions, le float, a changé de main. 40 fois, à 40 reprises. Ça veut dire une spéculation complètement dingue. Complètement dingue. Alors, ici, donc, j'ai parlé de l'acquisition. Donc, vous voyez LBPH qui a été racheté. Donc, c'est l'OPA. Et possible, bien évidemment, effet de short squeeze. On va revenir rapidement d'ailleurs sur le titre Drug. Et ici, juste pour voir, regardez, 100 millions de titres échangés en un jour. Et quand on va voir le float, vous voyez ici, shares in float, 2,4 millions de titres. Donc ça explique un peu la véritable folie qu'on vient de vivre sur cette action. Alors, et bien évidemment, on a des annonces de résultats précliniques positifs, mais est-ce que ça justifie la hausse? Non. Est-ce que sur un plan fondamental, on a des raisons suffisamment solides pour justifier ce phénomène complètement fou? Non. Et aucune annonce majeure, développement clinique inchangé, et ça nous pousse à réfléchir à la formation des cours boursiers. Moi, j'ai toujours été fasciné par la psychologie des foules. J'ai d'ailleurs écrit des bouquins. Il y a beaucoup de mes travaux qui se basent sur la psychologie et notamment la psychologie des foules. Et dans mon livre, L'art du trading, je suis revenu sur cette expérience qui a été menée par 3 économistes en 1988, Smith, Suchanek et Williams. Alors, ces 3 économistes, vous voyez, c'est le travail de recherche. Et ici, ils ont démontré qu'on pouvait avoir une formation de bulle spéculative, puis de krach boursier, même dans un environnement parfaitement rationnel. Je m'explique. Normalement, un individu, lorsqu'il va investir, il est dans une phase d'incertitude. C'est-à-dire que vous allez prendre 2 analystes financiers. Un analyste va vous dire cette valeur vaut 100. Le deuxième analyste va vous dire non, en fait, elle vaut 80. Je me rappelle par exemple Morningstar, d'accord? Donc ça, c'est un site très connu d'analyse fondamentale, qui permet de valoriser également les actions, etc. Et Morningstar a ce que l'on appelle des analystes financiers maison. Et Morningstar, à un certain moment, pendant le krach de 2022, avait pour Meta une valeur assez élevée. C'est-à-dire qu'au départ, il disait, bon, la valeur de Meta, elle est de $500. Et puis quand Meta a commencé à baisser, au lieu de se dire la valeur elle est toujours de $500, ils ont commencé à réajuster leur valeur à la baisse. Et ils sont passés de $500 à $400, à $300, à $200. D'accord? Et c'était assez étonnant. Parce que pourquoi vous changez de valeur? Pourquoi vous avez changé la valorisation? Et ça, encore une fois, c'est un autre phénomène intéressant. C'est que les analystes financiers également ont peur de se tromper. Et quand un actif baisse, au lieu de rester fidèles à leur analyse, en fait, ils ont la trouille et commencent à baisser
leurs prévisions, etc. Et on a souvent ce phénomène quand, par exemple, un actif monte, ils vont tous réviser à la hausse leurs prévisions. Quand un actif baisse, ils vont faire l'inverse. Et ce phénomène, on va le retrouver très, très souvent en bourse. Donc, Smith, Suchanek et Williams, ils ont démontré que même lorsque la valeur fondamentale des actifs est connue de tous, eh ben, on a un phénomène de bulle spéculative. Alors, c'est quoi ce qu'ils ont mis en évidence? Ils ont dit, OK, on donne aux individus la valeur fondamentale. On leur dit, cet actif vaut 100. Et on leur dit également, le cours boursier est de 100. D'accord? La valeur fondamentale, c'est la vraie valeur. Et le cours boursier, c'est le cours actuel de l'actif. Normalement, dans le meilleur des mondes, le titre ne devrait rien faire. Pourquoi? Parce que dans un marché efficient, quand la valeur fondamentale est égale au cours boursier, on n'a rien à faire. Le titre est bien valorisé. Et ils ont constaté que même en donnant, c'est quand même une hypothèse forte, même en donnant aux investisseurs la vraie valeur fondamentale, on s'aperçoit qu'à un certain moment, on va avoir un phénomène de bulle. Donc, les investisseurs commencent à acheter le titre. Et là, ça nous rappelle le momentum et bien évidemment l'analyse technique. C'est-à-dire qu'on peut avoir une hausse qui n'a rien à voir avec les fondamentaux. Donc, on peut avoir une forte hausse, un décalage des marchés financiers qui est extrêmement brutal et qui ne peut pas s'expliquer par l'approche fondamentale. Et puis, c'est suivi par un krach boursier. Et donc, l'influence, et ils ont mis en évidence la persistance des bulles malgré l'expérience, c'est-à-dire que même si les traders sont expérimentés, eh ben, ils ont constaté que on pouvait avoir des bulles spéculatives. Et cela également, ils font partie des premiers dans le monde académique à avoir mis en évidence l'influence de la psychologie des participants. C'est-à-dire que l'euphorie de groupe sont des facteurs clés dans la formation de bulles et mettent en évidence l'impact de la psychologie des participants. Et donc, tout cela nous permet de revenir sur est-ce que les marchés sont rationnels? Pas toujours. Il y a des moments où les marchés sont rationnels, surtout après un krach, on a les opérateurs qui se calment, etc. Et on a souvent sur les marchés financiers la répétition de mouvements psychologiques, de mouvements irrationnels. Et ça nous permet de comprendre la bulle des valeurs technologiques dans les années 90-2000, la crise des subprimes où finalement on a eu un mouvement de folie collective où des gens commençaient à acheter de l'immobilier et des gens qui n'avaient pas d'argent commençaient à emprunter pour acheter de l'immobilier. Et ça a mené à la crise des subprimes qui a failli mettre KO le système financier. Et puis, on peut parler également des cryptos, on peut parler aujourd'hui de drogue. Et en fait, ce sont des phénomènes récurrents en bourse. Et c'est important pour nous de le comprendre, de comprendre que, bien sûr, les fondamentaux à long terme sont intéressants, mais qu'on peut avoir des phénomènes totalement irrationnels. Et chacun y répond à sa manière. Pour les analyses techniques, clairement, quand il y a un effondrement, on va pas chercher à acheter un actif trop vite, on va attendre un retournement, un retour du momentum, etc. Pour un analyste financier ou un fondamentaliste comme Warren Buffett, l'idée c'est de considérer que on a ce que l'on appelle une marge de sécurité. Je m'explique, c'est-à-dire que quand un titre a une valeur fondamentale, l'idée c'est de considérer qu'on veut acheter le titre à 50% ou à 40% en dessous de la valeur fondamentale. D'accord? Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de nous protéger. Et ce concept qu'il a créé, on parle de Benjamin Graham. Benjamin Graham, c'est le père de l'analyse fondamentale moderne, financière, etc. Et Benjamin Graham, il faut savoir une chose, c'est qu'en 1929, il a fait faillite. Du moins, son fonds a perdu 70% de sa valeur. 1929, on a un autre monsieur qui s'appelle Jesse Livermore, qui lui a gagné 100 millions de dollars. D'accord? Ils ont deux styles différents, deux approches différentes. Mais on a Jesse Livermore qui va gagner énormément d'argent parce qu'il a anticipé le krach boursier et il va jouer la baisse. On a Benjamin Graham qui ne voit pas la baisse et qui va perdre gros, qui va quasiment se ruiner. Et Benjamin Graham, cet épisode va être douloureux. Et il va être tellement douloureux qu'il va se dire, OK, il n'y a pas de certitude sur les marchés financiers. Comme il n'y a pas de certitude,
Le simple concept de valeur fondamentale ne suffit pas. En fait, il faut une protection. C'est-à-dire que, par exemple, si la valeur fondamentale est de 100, donc si selon mes calculs, la valeur fondamentale est de 100, je ne vais jamais acheter un titre à 100. Par contre, je vais l'acheter à 50, ou je vais l'acheter à 40, ou je vais l'acheter à 30. D'accord? C'est-à-dire à un moment où les opérateurs sont complètement irrationnels, où tout le monde panique, où personne ne veut acheter. C'est à ce moment-là bien précis que moi, je vais commencer à acheter. D'accord? Et ce raisonnement, il n'est pas incompatible avec l'analyse technique. C'est juste que c'est un raisonnement qui se repose avant tout sur un concept de je veux me protéger. Comme il y a une incertitude, je ne vais pas acheter un actif à sa juste valeur. Je vais acheter un actif qui est sous-évalué. Et c'est ce que Warren Buffett a utilisé pendant des années et des années et des années. Jusqu'à ce que on ait ce que l'on appelle cette hausse des marchés, cette bulle, certains l'appellent la bulle, mais cette hausse des marchés qui a débuté en 2008, où là, en fait, les taux d'intérêt ont baissé et la bourse n'a fait que monter. Et en fait, Warren Buffett, vous savez qu'il a beaucoup de cash. Jusqu'à aujourd'hui, il a beaucoup de cash. Et en fait, Warren Buffett, il est un peu embêté. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus appliquer ce concept de marge de sécurité sur les actions qui l'intéressent. Parce que souvent, les actions, elles sont à la juste valeur. Et donc, Warren Buffett a évolué dans son approche. On dit même qu'il a un peu évolué de l'approche value vers une approche plus croissance, d'accord, plus growth, et qui s'est inspiré de Philip Fisher, et que pour lui, en fait, aujourd'hui, son objectif, c'est pas d'acheter une action à un prix inférieur à sa valeur fondamentale, mais c'est d'acheter une entreprise exceptionnelle à ce qu'il appelle le juste prix, c'est-à-dire à la valeur fondamentale. C'est pour ça qu'il a pris une position aussi importante sur Apple, parce que pour lui, le titre était à sa juste valeur. Et ça, pour nous, c'est extrêmement intéressant de voir que Warren Buffett, qui est quand même le père de la gestion value, etc., a évolué dans son approche. Et je me rappelle d'une personne qui, en France, est très proche de l'approche value, c'est William Egon, qui a dit « Je ne comprends pas pourquoi Warren Buffett a changé, a évolué. » En fait, c'est simple. Warren Buffett, à mon sens, a compris que avec les capitaux dont il disposait et dans l'environnement de marché actuel, Warren Buffett ne peut pas acheter des petites values, des small caps. William Egon, il a un petit fonds. 300 millions, c'est rien. Warren Buffett, c'est des centaines de milliards de dollars. Donc, Warren Buffett ne peut pas faire la même chose qu'un William Egon qui a un petit fonds. Il est obligé d'être sur des grosses capitalisations, des capitalisations énormes. Or, ces capitalisations sont déjà à des valeurs très élevées, des valorisations très élevées. Donc, Warren Buffett, comme il est piégé, il est obligé d'acheter un actif à sa juste valeur. Et c'est l'une des raisons qui permet de comprendre pourquoi il a acheté Apple, sachant que Apple, est déjà une grosse valeur, mais une valeur de entre guillemets croissance. Hein, c'est pas vraiment Nvidia, mais c'est une action solide qui crache de l'argent, qui est profitable, etc. Et ça permet de comprendre pourquoi Warren Buffett a, à un certain moment, là il a diminué son exposition, mais presque investi, je dirais 50% de son portefeuille, ce qui est quand même énorme. Alors ici, j'ai essayé vraiment de faire le point sur la situation actuelle. C'est vrai que je vois beaucoup de guéguerres inutiles et je dirais encore une fois de gens qui ne maîtrisent pas le sujet. C'est-à-dire, moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance de travailler pour des cabinets d'analyse technique et de conseiller plein de gérants, plein de traders, etc. Et souvent, quand on avait un décalage assez important, ces traders me disaient « Tammy, je comprends pas » ou ces gérants « Tammy, on comprend pas ce qui se passe ». Et en fait, ils étaient bloqués par le raisonnement rationnel, d'accord, le raisonnement fondamental, qui est un raisonnement qui se base sur « normalement, on devrait pas avoir ça ». Oui, normalement. Mais c'est là où l'analyse technique, elle prend en compte la dimension psychologique, les comportements de foule, les comportements de mimétisme. Et c'est en cela que l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont complémentaires et les gens devraient utiliser les deux approches beaucoup plus, plutôt que de dire non, mais je suis analyse fondamentale, donc j'utilise pas l'analyse technique et vice versa.
Parce que même les analystes techniques ont intérêt à utiliser l'analyse fondamentale. Et moi, c'est ce que je fais au sein de mes formations, notamment Swing Trading Mastery. Il y a toute une partie sur l'analyse technique, toute une partie sur l'analyse fondamentale, parce que je considère que les deux sont importants. Mais je reviens encore une fois sur, pour moi, analyse technique est supérieure à l'analyse fondamentale au sens où, à un certain moment, l'analyse fondamentale ne vaut rien. Quand la psychologie domine, quand on a une totale euphorie, quand on a une totale folie des opérateurs de marché, l'analyse fondamentale est complètement dépassée. Et il faut bien le comprendre. À long terme, bien sûr, les gens reviennent à la raison, mais à court terme, ils sont dominés par leurs émotions et c'est là où l'analyse technique est importante. Exemple aujourd'hui, est-ce que la bourse, elle est à des niveaux élevés? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que pourtant la bourse monte? D'accord, il n'y a pas d'effondrement. On prend également, je sais pas moi, Nvidia. Regardez, ça veut pas se cracher. Ça ne veut pas se cracher. C'est une action qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donc en fait, il faut même pas se poser de questions. Peut-être que sur un plan fondamental, Nvidia est surévalué, mais les institutionnels veulent toujours l'acheter. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez likée. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao.